Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'histoire, plus précisément du Moyen-Âge central. On avait évoqué l'autre fois le Haut Moyen-Âge et aujourd'hui on évoque donc le Moyen-Âge central. Alors qu'est-ce que le Moyen-Âge central ? Qu'est-ce qu'il a de nouveau par rapport au Moyen-Âge ou au Moyen-Âge tardif ? Je sais, ça fait beaucoup de Moyen-Âge. Petit rappel, le Moyen-Âge, c'est une longue période d'environ 10 siècles qui se situe entre l'Antiquité et la Renaissance. Longtemps, quand il parlait de cette époque, les hommes imaginaient des guerres sans fin, des paysans affamés et de terribles épidémies. Encore aujourd'hui, quand on dit qu'une chose qu'elle est moyenâgeuse, ça signifie qu'elle est arriérée ou même barbare. Pourtant, même si la vie en ce temps-là était difficile, on ne peut pas considérer le Moyen-Âge comme une époque inculte et sauvage. Le Moyen-Âge classique est une époque marquée par une augmentation rapide de la population en Europe, entraînant des changements sociétaux et politiques considérables, profitant à l'économie européenne à partir de 1250. Toute la société est entièrement hiérarchisée pour un meilleur contrôle. Le Moyen-Âge central voit une forte augmentation de sa population. En effet, les historiens estiment que la population européenne passa de 35 à 80 millions entre l'an 1000 et l'an 1347 et suggèrent que cela est lié à l'amélioration des techniques agricoles, un climat plus favorable, à l'accroissement des surfaces cultivées grâce au défrichement et à l'absence de coucou des voisins. Plus de 90% de la population restait cependant composée de paysans et ces derniers se regroupèrent dans des petites communautés appelées seigneuries. Ils étaient souvent sous le contrôle des nobles à qui ils devaient des services et un loyer en échange du droit de cultiver la terre. Le nombre de paysans libres en Europe était faible et ils étaient comparativement plus nombreux au sud qu'au nord de l'Europe. Les nobles, ceux portant des titres, et les simples chevaliers exploitaient les seigneuries et les paysans. Ces terrains ne leur appartenaient cependant pas entièrement et un suzerain, un roi en fait, les autorisait à les utiliser via le système féodal, la sorte de pyramide que vous voyez sous vos yeux. Durant les 11 et 12e siècles, ces terres ou fiefs deviennent héréditaires et ne sont plus divisés entre tous les héritiers du propriétaire, comme cela était le cas pendant le Moyen-Âge. Ils étaient intégralement transmis au fils aîné. La domination de la noblesse reposait donc sur le contrôle de la terre et des châteaux. Son service militaire dans la cavalerie lourde et les diverses protections et exemptions fiscales faisaient d'eux des gens plutôt riches. Les châteaux forts, initialement construits en bois puis en pierre, commencèrent à être construits entre le 9e et le 10e siècle, en réponse au désordre de la période et offraient une protection contre les envahisseurs et les seigneurs rivaux. Ces fortifications étaient l'un des facteurs du maintien du système féodal, car elles garantissaient une certaine autonomie face aux seigneurs, aux rois et aux autres suzerains, bien que l'apogée des châteaux forts sera atteinte au XIIIe siècle. La noblesse était divisée en plusieurs strates. Les rois et la haute noblesse contrôlaient les vastes domaines et avaient autorité sur les autres nobles. Cette basse noblesse avait moins d'influence et possédait de plus petites propriétés avec moins de serfs, les paysans, pas les animaux. En dessous, les chevaliers étaient la classe inférieure de la noblesse, car ils ne pouvaient pas posséder de terre et devaient servir les autres nobles. Certains, comme les ministrels, étaient techniquement des serfs, toujours les paysans, mais avec le statut de chevalier. Le clergé, lui aussi, était divisé en plusieurs strates. Il y avait ceux vivant au milieu des laïcs et ceux qui suivaient une règle religieuse comme les moines. La plupart des membres du clergé qui côtoyaient le peuple étaient issus de la noblesse, qui fournissait également le haut de la hiérarchie du clergé. A l'inverse, les prêtres des paroisses de plus petite importance étaient généralement issus de la classe paysanne. Les citadins se trouvaient donc dans une position intermédiaire car ils n'étaient pas de la noblesse et du clergé. Ils étaient donc divisés en plusieurs ordres, donc la noblesse, le clergé et la paysannerie perdue. Poussés par la croissance démographique,
La population urbaine augmenta fortement au XIIe et XIIIe siècle, même si elle ne dépassa probablement pas les 10% de la population totale. Je me répète, mais c'est normal. Les femmes au Moyen-Âge, elles étaient officiellement subordonnées à un homme, pouvant être leur père, leur époux ou un autre membre de leur famille. Les veuves, qui avaient généralement une plus grande autonomie, devaient également faire face à des restrictions. Les activités féminines se limitaient habituellement aux tâches domestiques et à l'éducation des enfants. À la campagne, les femmes participaient aux moissons, à l'élevage des animaux et pouvaient obtenir des biens supplémentaires ou des revenus sonnants et trébuchants en filant ou en brossant la bière chez elles. Les citadines devaient elles aussi s'occuper du foyer, mais pouvaient également avoir une activité marchande, même si ces opportunités étaient variées selon les régions et les périodes. Les femmes de la noblesse, quant à elles, étaient souvent en possibilité de déléguer leurs tâches à des domestiques et pouvaient gérer les domaines, les affaires courantes en l'absence du proche mâle. Mais elles étaient également exclues des questions militaires ou gouvernementales. On ne met pas une femme au pouvoir et certainement pas à la guerre. Le seul rôle ouvert aux femmes dans l'église était celui de nonnes, car il leur était interdit de devenir prêtres. En Italie et dans les Flandres, la croissance des villes, qui disposaient d'une relative autonomie, stimula la croissance économique et favorisa l'émergence de nouvelles formes commerciales. Les villes marchandes autour de la mer Baltique se rapprochèrent pour former une ligue commerciale appelée Hanse, tandis que les républiques maritimes italiennes, comme Venise, Gênes et Pise, s'affrontent pour le contrôle du commerce en Méditerranée. Je vous ai dit qu'on reviendrait à Venise. Les grandes foires furent créées notamment dans le nord de l'Europe et notamment en France pour permettre la libre circulation des échanges de toute l'Europe, que ce soit plus facile d'échanger des biens venant de Norvège ou même d'Orient. L'accroissement du commerce donna naissance à de nouvelles techniques financières visant à faciliter les échanges comme la comptabilité en double partie et les lettres de crédit, tandis que la frappe de l'or reprend en Italie, puis dans les autres pays. Avant on faisait du troc, maintenant c'est de la monnaie sonnante et trébuchante. Des routes commerciales s'établissent entre les grandes villes d'Europe occidentale, telles que la route commerciale Bruges-Cologne, qui permet aux marchands flamands de rallier le port fluvial de Cologne ou même la foire d'Aix-la-Chapelle, pas Aix-en-Provence. Les États se renforcent durant le Moyen-Âge, notamment les rois de France, d'Angleterre et d'Espagne, qui le font grâce à des institutions durables. Ce sont de nouveaux royaumes tels que la Hongrie et la Pologne qui deviennent des puissances dominantes en Europe centrale, après leur conversion au christianisme. Après avoir longtemps été attachés à l'indépendance par rapport à leur souverain laïque, la papauté revendiqua une autorité temporelle sur l'ensemble du monde chrétien. Cette monarchie papale atteint son apogée au XIIIe siècle sous le pontificat d'Innocent III. Au début de la période, l'Allemagne était gouvernée par une dynastie ottonienne, donc descendant de Otton Ier, qui s'opposait à de puissants ducs comme ceux de Saxe ou de Bavière, dont les territoires remontaient à l'Antiquité tardive. En 1024, celle-ci fut remplacée par la dynastie franconienne, et l'un des membres, l'empereur Henri IV, affronta la papauté au sujet de la nomination des évêques lors de la querelle des investitures. Ses successeurs continueront à se battre contre Rome et la noblesse allemande, et la période d'instabilité qui s'ensuivit laissa Henri V, fils d'Henri IV, sans héritier, jusqu'à ce que Frédéric Barberousse devienne empereur. Même s'il gouverna efficacement, les problèmes fondamentaux perdurèrent et continuèrent d'affecter ses successeurs, comme son petit-fils Frédéric II, qui fut excommunié à 2 reprises. Lui, il est fort. Excommunication veut dire virer de l'église catholique. Et lui, Frédéric II, il a réussi à se faire excommunier 2 fois. Bel exploit. Ou pas en fait. Parce que quand tu étais excommunié, tu ne pouvais pas aller au paradis. À l'est, au milieu du siècle, qui est marqué par les conquêtes mongoles, dont les troupes écrasèrent les armées polonaises, hongroises et germaniques lors de différentes batailles. Préoccupés par leur crise de succession, les Mongols se replient, même s'ils réalisent d'autres attaques à la fin du siècle. Ne jamais oublier les priorités. De leur côté, les principautés russes deviennent les vassaux des Mongols
puis de la Horde d'Or, à qui il devait des tribus. Parlons un peu de la France. La dynastie capétienne, dont le roi de France ne contrôlait réellement que quelques territoires en Île-de-France, voit son autorité s'élargir au cours des Xe et XIe siècles. Parmi les seigneurs les plus puissants figuraient les ducs de Normandie. L'un d'eux, Guillaume le Conquérant, conquit justement l'Angleterre, ce qui lui donna ce nom, créant un empire avec des possessions des deux côtés de la Manche, qui dura sous diverses formes jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Les rois d'Angleterre, tels que Henri II et Richard Ier, appartenant à la dynastie de Plantagenet, régnèrent ainsi sur l'Angleterre et sur une grande partie du sud-ouest de la France. Henri II, connu notamment pour son mariage avec Aliénor d'Aquitaine, ce qui donna tard la guerre de Cent Ans. En 1204, le frère cadet de Richard Ier, Jean, dit Jean sans terre, perdit la Normandie et les possessions anglaises du nord de la France lors d'une guerre avec le roi de France, Philippe Auguste. Philippe Auguste, les croisades, tout s'en mêle. Cela causa des tensions au sein de la noblesse anglaise et les impôts exigés par Jean pour financer la reconquête des territoires perdus menèrent à la signature de la Magna Carta, garantissant les droits et privilèges des hommes libres en Angleterre. Son fils Henri III fut contraint à de nouvelles concessions qui limitèrent l'autorité royale. A l'inverse, les rois de France continuèrent à réduire l'influence des nobles, intégrant de nouveaux territoires au domaine royal et centralisant ainsi l'administration. Sous Louis IX, dit le Pieux, le prestige royal atteignit de nombreux sommets alors que le roi servait de médiateur pour les disputes dans toute l'Europe. Il fut d'ailleurs canonisé par le pape Boniface VII en 1297. En Écosse, les tentatives d'invasion anglaise provoquèrent une série de guerres dans la première moitié du XIVe siècle, ce qui permit au royaume de conserver plus ou moins son indépendance. En Espagne, les royaumes chrétiens qui avaient été confinés au nord-ouest de la péninsule commencèrent à repousser l'influence musulmane vers le sud, ce qui fut appelé la Reconquista. Vers 1150, le nord chrétien était réorganisé en 5 grands royaumes. Celui de Léon, celui de Castille, celui d'Aragon, de Navarre et du Portugal. Des royaumes qui deviendront très importants à la suite de l'histoire. Le sud musulman était initialement uni au sein du califat de Cordoue, mais se fragmenta dans les années 1030 en de nombreux royaumes indépendants. Les forces chrétiennes continuèrent de progresser et prirent la ville, en 1248. Les croisades débutèrent au XIe siècle lorsque les Turcs, originaires d'Asie centrale, envahirent une grande partie du Moyen-Orient en occupant la Perse dans les années 1040, ainsi que l'Arménie et le Levant dans les décennies qui suivirent. Les croisades donc viennent de la volonté de reprendre les lieux saints qui sont tombés aux mains des musulmans. Et les demandes d'aide de l'empereur byzantin Alexis Ier motivèrent le lancement de la première croisade par le pape Urbain II, lors du concile de Clermont en 1095. Le pape, par une bulle pontificale, promit d'accorder des indulgences à tous ceux qui participeraient. Et des dizaines de milliers de personnes venant de toutes les couches sociales de l'Europe se mirent en route vers la Terre Sainte pour la libérer. La première croisade était née. Je reviendrai plus en détail sur les croisades avec les Templiers et tout ce qui s'ensuit. Parlons un peu maintenant de la vie intellectuelle. Au XIe siècle, les développements philosophiques et théologiques, donc ce qui parle de Dieu, entraînèrent une grande activité intellectuelle. Les débats opposaient ainsi les réalistes et les nominalistes sur le concept d'universaux. Les échanges philosophiques furent également stimulés par la redécouverte des travaux d'Aristote sur l'empirisme et le rationalisme. Et des universitaires comme Pierre d'Albard et Pierre Lombard introduisent la logique traditionnelle, et j'y reviendrai plus tard dans une vidéo, dans la théologie. La logique traditionnelle, ça vient d'Aristote et c'est vachement compliqué. Au XIIe siècle, c'est l'émergence des cathédrales dans toute l'Europe occidentale et le transfert des lieux de savoir des monastères vers les villes. Les écoles sont surplantées par les universités qui sont créées dans les grandes villes européennes.
L'association de la philosophie et de la théologie donne naissance à une idée visant à concilier la théologie chrétienne avec la philosophie antique. Ce fut les travaux de Thomas d'Aquin qui cumula tout ça dans sa Summa Theologica, qui veut dire somme théologique. Mais ils adorent le latin parce que ça fait plus mieux. La noblesse est marquée notamment par le développement des idéaux chevaleresques et par l'amour courtois. Cette culture s'exprimait dans la langue locale, le patois, plutôt qu'en latin, et comprenait des poèmes, des récits et des chants populaires partagés par les troubadours et les ménestrels. Mais ça, de toute façon, vous le savez déjà, puisque c'est ce qu'on voit dans tous les univers de fantasy. Regardez la série Kaamelott, c'est à peu près ça. Parlons maintenant d'armement. Oui, parce qu'on gagne toujours à faire la guerre. Les 12 et 13e siècles voient le développement d'innovations technologiques comme la généralisation des moulins à vent et à eau, l'invention de l'horloge mécanique et de la distillation pour faire de l'alcool, des astrolabes NES et des lunettes de vue aussi. La mobilisation de nombreuses formes d'énergie se généralise et s'intensifie. De l'hydraulique, du thermique, l'éolienne. Comment fonctionnent les moulins à vent sinon? Et bien sûr l'énergie animale. L'apparition de la charrue facilita largement l'exploitation des sols, tandis que les colliers d'épaule permirent l'utilisation des chevaux de trait plus puissants que les ânes. La construction des cathédrales et des châteaux témoigne du progrès des technologies de construction permettant l'édification de grands bâtiments en pierre ainsi que d'autres structures comme les hôtels de ville, des habitations, des ponts et des granges dîmières pour récolter l'impôt versé à l'église, la dîme, d'où l'impôt dîmier. Les techniques de construction navale s'améliorent aussi grâce aux voiles latines et du gouvernail, permet d'accroître la vitesse et la manœuvrabilité des navires. Chose promise, chose due, parlons maintenant des techniques militaires. Sur le plan militaire, la domination de la cavalerie lourde s'estompa avec l'apparition des fantassins spécialisés, comme les piquets, les archers, les arbalétriers. Cela entraîna l'accroissement des protections, avec des hommes protégeant complètement le visage et l'utilisation de bardes pour les chevaux. Du fait du nombre important de châteaux forts, la guerre traditionnelle vit place à la guerre de siège, qui se développa avec la réutilisation de modèles antiques, comme la catapulte ou le bélier, et l'invention de nouveaux engins, comme le trébuchet. Au niveau art et architecture, on a beaucoup de portraits, de bas-reliefs, mais surtout, on a des scènes chrétiennes, des scènes mettant en lumière les épisodes de la Bible. On voit aussi des fresques classiques. À partir du XIe siècle, les bâtisseurs français développent l'architecture gothique, marquée par l'utilisation des croisées d'ogives, d'arcs-boutants et de larges vitraux. Elle fut largement utilisée dans la construction de cathédrales, avec des exemples remarquables à Chartres et Reims, en France. Les vitraux étaient également essentiels dans les cathédrales, qui continuaient à posséder des peintures murales, ayant aujourd'hui presque disparu. Il faut savoir que les vitraux représentaient des scènes de la Bible, expliquant à ceux qui ne pouvaient ni lire ni écrire, parce qu'ils n'avaient pas appris, les scènes de la Bible. Parlons maintenant religion. La religion chrétienne fédère absolument toute l'Europe. Tout le monde médiéval, c'est la religion qui prime. La religion était centrale. Vous le savez, le Moyen-Âge voit également le développement de nouveaux mouvements religieux, comme les ordres monastiques, les chartreux et les cisterciens, et d'autres ordres qui furent créés en réponse aux inquiétudes des laïcs, qui estimaient que le monarchisme bénédictin ne correspondait absolument plus à leurs besoins, et voulaient revenir au christianisme de base. Les pèlerinages furent ainsi encouragés, et les anciens sites comme Rome, Jérusalem et Saint-Jacques de Compostelle accueillirent un plus grand nombre de visiteurs. Au XIIIe siècle, les ordres mendiants comme les franciscains et les dominicains, ayant fait vœu de pauvreté et se consacrant entièrement à la vie religieuse, furent approuvés par la papauté. A l'inverse, les Vaudois et les Umilati, ainsi que les Cathares, qui cherchaient à revenir au christianisme originel, furent qualifiés d'hérétiques et persécutés, voire éliminés avec l'aide de l'Inquisition médiévale. Ou alors encore, ils se sont pris une croisade sur la figure. N'est-ce pas les Cathares?
Le Moyen-Âge central voit sa fin arriver avec la pandémie de peste noire. Cela marque la fin du Moyen-Âge classique et la stagnicité de l'économie, ainsi que le déclenchement de plusieurs guerres, dont celle de 100 ans. C'est ce qu'on appelle la Grande Dépression médiévale, théorisée par Guy Bois, pas Qui Bois, c'est Guy Bois, qui marque le début de l'entrée dans le Moyen-Âge tardif, par opposition avec la Renaissance, qui est un mouvement et non une époque. Petit rappel au cas où. Comme nous l'avons vu dans cette vidéo, les frontières de l'Europe ne bougent pas de beaucoup, puisque c'est une époque de position, et certains auront remarqué que je parle de choses que j'ai déjà dites dans une précédente vidéo. C'est tout à fait normal, parce que les historiens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les dates. Cette vidéo touche donc à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'était le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. N'hésitez pas à aller dans les commentaires pour vous exprimer. Sur ce, c'était KFRay et je vous dis à une prochaine fois.